Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Grégory, bienvenue pour un nouveau débat consacré aujourd'hui à la Fédération Wallonie-Bruxelles, en direct sur Canal C, Canal Zoom et Ma Télé, mais aussi en Facebook Live sur les 3 pages des télévisions namuroises. C'est parti pour 1h30 de débat. Le 26 mai, vos votes redistribueront les cartes de cette assemblée qui comprend 75 députés wallons et 19 députés bruxellois francophones. Oui Morgane, et l'on va principalement parler enseignement, culture et jeunesse. Ce sont les grosses matières de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On va en débattre ce soir avec 9 candidats, 5 de l'arrondissement de Namur, 4 de la circonscription électorale de Dinan-Philippeville. Oui, et l'on commence avec l'arrondissement de Dinan-Philippeville. Autour de cette table, on accueille Raphaël Frédéric pour Écolo, Christine Poulain pour le PS. Et puis en face, on a l'EMR avec Laetitia Brognier et enfin le CDH avec vous, Christophe Bastan. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors ne sont donc pas représentés autour de cette table le parti Destex, la liste Destex, ainsi que le mouvement collectif citoyen, le parti Défi, le PTB était quant à eux invités autour de cette table, mais ils nous ont averti ce matin qu'ils ne pourraient être présents. On parle ici principalement des candidats de la circonscription de Dinan-Philippeville. Voilà, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que nous sommes en Facebook Live. Vous pouvez donc nous envoyer vos questions et ou remarques en commentaire. Les plus pertinents apparaîtront à l'antenne. Place tout de suite à la première thématique, l'enseignement. Et l'on va parcourir ce soir toutes les facettes de l'enseignement, puisqu'il sera question de l'enseignement supérieur et universitaire dans la deuxième partie de cette soirée. Mais on attaque d'abord avec un gros morceau dont on parle régulièrement dans l'actualité, l'enseignement primaire et secondaire. On parlera évidemment de l'allongement du tronc commun dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, de la nécessaire revalorisation des enseignants, un métier difficile qui ne suscite pas pléthore de vocations, que du contraire. Alors vous allez l'entendre dans cette séquence de Mathieu Bonnier et de Thomas Matelard, direction une école de Gembloux où Didier Libert, directeur de l'établissement, est notamment inquiet de la pénurie d'enseignants. Bonjour, Didier Libert, je suis le directeur du collège Saint-Guibert de Gembloux. C'est une école de 1900 élèves, mais nous avons principalement de l'enseignement général, toutes les options qu'on peut trouver dans ce type d'enseignement. Et alors nous avons une école d'enseignement technique et professionnel qui compte à peu près 350 élèves. Il y a vraiment une pénurie d'enseignants, donc ça tout le monde le sait. Et donc c'est très compliqué, en cours d'année surtout, de pouvoir trouver un professeur remplaçant, parce que bon, nous sommes soumis à toute une série de règles, donc c'est très compliqué et parfois on a des classes qui restent sans prof parce que malheureusement on n'a pas trouvé la personne qu'il fallait. De grâce, faites de l'enseignement une priorité, financez cet enseignement. Je crois que c'est l'avenir de notre société. Je pense que ça passe par l'éducation de nos jeunes et donnons-leur une éducation solide avec le sens des responsabilités, le sens du travail, le sens du respect de l'autre qui se perd de plus en plus. Donc voilà, mettez l'enseignement comme priorité dans votre campagne. Voilà, une demande claire, une statistique peut-être pour introduire ce débat. 40% des jeunes professeurs abandonnent le métier dans les 5 années de leur entrée en fonction. C'est interpellant. Êtes-vous prêts, autour de cette table, à revaloriser la fonction d'enseignant, notamment d'un point de vue pécuniaire, comme le demande ce directeur? On commence par vous, Écolo, Raphaël Frédéric. Moi, je dirais tout d'abord que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par monsieur Libert. La pénurie des enseignants, c'est vraiment un problème. Pour donner une autre statistique, aujourd'hui, c'est 2 heures par semaine que les élèves sont privés d'enseignants. Donc, dans un cursus d'un étudiant, c'est vraiment énorme. Donc, il y a plusieurs axes, probablement, sur lesquels on peut jouer pour essayer de pallier à ce problème. Un premier axe, c'est qu'il faut constater que le décret titre et fonction qui a été mis en jeu et qui a été voté
finalement entretient cette pénurie. Donc, c'est-à-dire il était logique probablement de réfléchir à un tel décret, mais il est tellement segmenté aujourd'hui qu'il mène aussi à cette pénurie. Donc c'est la complexité peut-être, mais par rapport à cette question précise de la revalorisation des enseignants, est-ce que, comme le demandait ce directeur, il faut augmenter le salaire des enseignants pour rendre la profession attractive ? C'est une question concrète à laquelle il est difficile de répondre comme ça. Je pense qu'il y a déjà toute une série d'éléments qu'on peut améliorer dans l'accompagnement des enseignants quand ils arrivent dans les premières années. Vous l'avez dit, c'est énorme le nombre d'enseignants qui abandonnent dans les premières années, 25% en première année, 40% en deuxième année qui abandonnent. Donc, je dirais qu'il faut améliorer la formation des enseignants. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Il faut surtout les accompagner, faire du tutorat avec eux pour leur permettre de prendre pleinement leur place dans l'école. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les enseignants sont plutôt livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes dans leur classe, c'est un peu leur chasse gardée. Donc vous proposez clairement dans votre programme, par exemple, un tutorat des jeunes enseignants, et vous proposez aussi un horaire adapté. Que sous-entendez par horaire adapté dans votre programme ? L'horaire adapté, c'est aussi essayer de favoriser la mobilité entre les enseignants. C'est-à-dire que pour le moment, les enseignants, ils courent d'une école à l'autre. Ils sont piégés un peu par la logique des réseaux, dans lequel ils doivent faire des kilomètres pour aller dans les autres écoles dans lesquelles ils complètent leur horaire. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est qu'à un moment donné, un prof qui donne une thématique, une discipline, il puisse la donner dans n'importe quelle école. Ça serait quand même beaucoup plus facile et d'une certaine manière, ça répondrait à aussi cette problème de mobilité des enseignants. Alors, je me tourne à présent vers le MR. Vous proposez quelque chose d'assez particulier, c'est finalement faire revenir les enseignants retraités. C'est une piste effectivement que nous envisageons pour pallier rapidement à la pénurie. Mais ce n'est évidemment pas la seule piste exploitable. C'est vraiment Vous parlez de faire aussi, de permettre les heures supplémentaires. C'est quelque chose qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Non, c'est une solution qui ne fait pas l'unanimité non plus, mais c'est aussi une piste qui permettra rapidement de pallier à cette pénurie. Au-delà de ces deux possibilités, de ces deux mesures, nous pensons également qu'il faut revoir le décret titres et fonctions qui a le revoir ou l'annuler ? Le revoir, en tout cas, certainement, parce que tel qu'il est actuellement, comme monsieur l'a dit, bien, il complique le recrutement de professeurs pour les écoles secondaires. Ça complique la tâche des directeurs d'école et ça a fermé la porte à toute une série de gens intéressants, de gens compétents. Donc, concrètement expliqué, ce décret, voilà, ça permettait à aller chercher des enseignants de manière facile dans d'autres secteurs. Voilà, des enseignants qui n'étaient pas particulièrement qui n'avaient pas spécialement les titres requis. Ça permettait de pallier à toute pénurie. On constate tous les parents peuvent constater qu'effectivement les heures d'études pour cause d'absence de professeurs sont quand même énormes au cours d'une année et c'est urgent, il est urgent d'apporter des solutions et de revaloriser le statut des enseignants, que ce soit d'un niveau pécuniaire, mais tout simplement aussi au niveau de l'image de l'enseignement. Peut-être faire réagir le CDH par rapport à ce décret titre et fonction, puisque Marie-Martine Schins était en charge de l'enseignement. Alors quand vous entendez ces critiques ici des partis, qu'il faut revoir ce décret, faciliter le fait d'aller chercher des personnes qui n'ont pas les titres requis pour faire face à la pénurie d'enseignants. Comme vous savez certainement, le pacte d'excellence a été initié donc par Marie-Martine Schins et ça fait partie réellement l'enseignement fait partie de nos priorités. Et je comprends bien le directeur ici de Jean Blou, on devra repasser par un refinancement de l'enseignement. Ça, on ne pourra pas y échapper. Mais ça fait partie. J'y viens tout de suite. C'est une priorité. Et il n'y aura pas de pacte d'excellence sans professeurs. Donc, il faut trouver des solutions. C'est vrai que les directeurs ont beaucoup de difficultés à trouver certains enseignants, mais pour ça, il y a des solutions aujourd'hui. L'enseignement n'est pas le seul métier en pénurie. On le voit dans le monde hospitalier, on le voit dans d'autres métiers. Mais pour nous, il y a déjà des solutions à mettre en place. La première, c'est peut-être de donner la possibilité de rémunérer des heures supplémentaires. Je m'explique. Une enseignante qui est enceinte part quelques mois. Si elle avait 20 heures de prestation, on pourrait remplacer ça par 4 collègues qui vont prester 5 heures, mais là qui seraient rémunérés pour remplacer cette personne-là. On peut aussi créer un pool de professeurs en attente sur un site où on peut aller, entre guillemets, donner la possibilité de pouvoir chercher plus facilement après des professeurs. Il y a d'autres solutions aussi. Si des professeurs sont malades de longue durée, on peut trouver aussi des solutions avec des éducateurs
qui pourrait donner la possibilité de donner des cours avec des cours encadrés par des éducateurs. Pour conclure avec vous, faut-il, oui ou non, parce que vous n'avez pas répondu à la question, revoir ce fameux décret de titre et fonction? Il a déjà été assoupli, ce mandat-ci, donc s'il ne fonctionne pas encore comme il l'est aujourd'hui dans cette forme-ci, on devra probablement le revoir. En fait, si je peux ajouter une difficulté quand même, c'est que le pacte d'excellence et le décret titre et fonction n'ont pas été construits dans une logique de symbiose. Ça a été construit en parallèle et aujourd'hui, on a un pacte d'excellence qui a beaucoup de qualité et on a un décret titre et fonction qui finalement ne vient pas dans la même logique. Donc, c'est très compliqué comme situation actuellement. Il faudra valoriser ce métier d'enseignant et de directeur. Il faudra aussi passer par une rémunération plus haute. Côté du Parti socialiste, Christine Poulin, là aussi, revalorisation. Moi, je crois qu'il faut une revalorisation, mais ce n'est pas la clé à une motivation des enseignants. Je crois qu'il faut travailler sur les infrastructures. Il faut améliorer les bâtiments pour avoir des classes bien grandes, bien espacées. Tu as des tas d'enseignants qui sont dans un mouchoir de poche avec trop d'élèves, donc il faut revoir le nombre d'élèves par classe et surtout encadrer les enseignants qui sortent. Pourquoi pas par quelqu'un qui est en fin de carrière et qui voudrait prester peut-être un mi-temps ou un quart-temps, mais encadrer ces gens qui sortent de l'école et qui se trouvent devant une classe de première année, par exemple, pour la première fois, et qui sont un peu désemparés. Et aussi, il y a l'évolution de la carrière. Je crois que les enseignants doivent être nommés plus vite. Ils arrivent parfois, après 10 ans, ils ne sont toujours pas nommés. Ils font implantation après implantation. Je crois qu'on doit travailler là-dessus. Il faut motiver les gens. Il faut, mais comment? Je dirais qu'il faut même garder l'ancienneté qu'il passe d'un réseau vers l'autre. Oui, ça suppose un seul réseau. Non, je n'ai pas dit ça. Non, en passant d'un réseau vers un autre réseau, qu'il garde l'ancienneté. C'est ça que je veux dire. Je ne dis pas qu'il va le mettre ça sur un seul réseau. Laetitia Brunier, vous voulez intervenir? Oui, je crois qu'avant toute une série de solutions, améliorer les infrastructures, bien sûr, c'est un point important. Mais il est important aussi que les jeunes enseignants restent à l'école et n'abandonnent pas au bout de quelques années parce qu'ils sont découragés, parce que finalement la fonction, ils se sentent démunis face au cas. Et effectivement, je pense qu'il faut mettre en place un encadrement pour les jeunes enseignants. C'est le tutorat. Créer des binômes, un tutorat, des binômes avec des enseignants. J'ai l'impression que ça, on l'entend depuis longtemps. C'est depuis même le débat en 2014, on parlait déjà de ça. C'était un tutorat aidé. Et pourquoi c'est pas fait? Il faut aussi que le temps. Il faut le pacte d'excellence. Et puis voilà, le souci des jeunes enseignants, comme ça a été mentionné, c'est que ils sont souvent, leur horaire est souvent réparti entre plusieurs écoles. Donc ils donnent leurs cours, ils reprennent leur voiture, ils passent dans l'autre école et finalement ils n'ont plus spécialement le temps de passer dans la salle des professeurs où là ils pourraient échanger avec des enseignants plus âgés et pouvoir prendre des conseils, demander conseils, pouvoir échanger avec des personnes plus expérimentées. Donc je pense que là, c'est voilà. Si vous voulez bien, on va avancer dans ce dossier. Il y a quand même un relatif consensus. Par contre, ici, on va attaquer un autre morceau. C'est une nouveauté dont on a beaucoup parlé dans le cadre du pacte d'excellence, le tronc commun jusqu'à 15 ans. En clair, tous les enfants auront le même parcours de formation jusqu'en 3e scolaire, soit une année de plus par rapport à la situation actuelle. Ce tronc commun entrera en vigueur en 2020. Le pacte pour un enseignement d'excellence, je le rappelle, ambitionne de réformer en profondeur d'ici 2030 l'enseignement. Je me tourne tout d'abord vers vous, Laetitia Brunier. L'EMR s'est régulièrement prononcé contre cet allongement du tronc commun à 15 ans. Oui, effectivement, nous sommes contre l'allongement du tronc commun pour diverses raisons et notamment nous pensons que cela va obliger des jeunes qui savent déjà qui veulent déjà se former à une formation qualifiante à rester dans le général. Donc ces jeunes vont devoir rester une année supplémentaire à user leurs pantalons sur des bancs de classe sans... Alors, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années même qu'un comité de parents, les pouvoirs organisateurs, les syndicats planchent sur ce pacte d'excellence. Est-ce qu'OMR, vous êtes prêt à détricoter une partie de ce pacte d'excellence? Le tronc commun, effectivement. Si vous vous attaqueriez au tronc commun? Oui. Nous sommes contre l'allongement du tronc commun. Ça, on aura l'occasion de vous entendre. Madame Poulin voulait réagir sur l'idée du MR. Il faut expliquer aux gens que le tronc commun allongé, c'est des domaines pédagogiques supplémentaires, des domaines d'apprentissage supplémentaires. Qu'est-ce qu'on fait dans le tronc commun à prolonger? On amène des compétences du technique. Donc les gens auront
à choisir entre plusieurs compétences. Avant, ils avaient des compétences du général, on y ajoute des compétences du technique comme les nouvelles technologies, la santé, le domaine culturel. Et les gens là pourront choisir soit le général, soit le qualifiant. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? Le qualifiant n'était pas le premier choix. Le qualifiant, il vient toujours en deuxième choix parce qu'on n'a pas réussi là-bas. Ici, les gens seront sur le même niveau et ils choisiront une carrière soit plus générale, soit plus qualifiante. Mais ici, ce que le MR dit, c'est que finalement, vous craignez qu'il y ait plus de redoublement de gens qui ne sont pas motivés par la filière. Monsieur Bastin, je vous vois opiner. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame Alloy. Vous avez demandé ici, ne détricotez pas le pacte. Regardez, il y avait un article il y a 4 jours. Ne détricotez pas le pacte. Et je vais vous dire, c'est quand même un spécialiste de l'enseignement qui a des inquiétudes qui subsistent autour du pacte, mais le supprimer serait le pire de tout. On n'a pas parlé de suppression du pacte, on a supprimé de suppression du tronc commun. Je pense que de l'allongement du tronc commun, pardon. C'est une parole neutre, c'est vrai que du côté du MR, on a dit on ne veut pas supprimer le pacte d'excellence, on va supprimer ce tronc commun. Non, ce serait une catastrophe. L'année de plus sera des connaissances en plus. Et des connaissances en plus dans le qualifiant. Oui, mais les connaissances en plus, sans extension des grilles horaires, comment allez-vous ajouter 2 périodes de cursus polytechnique et renforcer les connaissances de base en même temps, parce que c'est quand même important. Mais comment allez-vous faire pour renforcer les savoirs de base, ajouter 2 périodes de cursus polytechnique sans élargir l'horaire? Comment fait-on? Concrètement, comment fait-on? Au début, ils feront un peu de tout, et puis ils vont, comme on fait dans le général maintenant, on choisit une option supplémentaire. Mais là, les options techniques seront là. Donc, moi, je crois qu'ils seront mieux formés. Oui, je voudrais réagir parce qu'il faut savoir que c'est quand même un travail qui est en route depuis 2017, avec plus de 7500 personnes. Donc, ce n'est pas imposé par le haut, c'est réellement le monde de l'enseignement de l'école qui a travaillé sur ce pacte et qui en amène des bénéfices. Il faut savoir que ça va seulement démarrer à partir de 2020, à partir de la 3e maternelle. Il y aura bien sûr un encadrement, il y aura 2 heures d'encadrement individualisé. Donc je dis bien, et c'est là que je réponds à M. Brunier. Clairement, quand on parle de pénurie d'enseignement, manque de moyens, est-ce qu'on aura les moyens de mettre en place ces 2 heures de remédiation encadrée? Écoutez, bien sûr, c'est chiffré. Au CDH, l'enseignement est la priorité. Et il est vrai qu'on ne saura pas tout faire, mais chez nous, parti, c'est la priorité et on veut y arriver. Est-ce qu'il y aurait les moyens de cette ambition? Par exemple, il y avait une sortie d'une députée bruxelloise, je pense à la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui disait, écoutez, c'est très bien, mais on met la charrue avant les bœufs, on vote des projets et on ne budgétise pas. C'est 2026, oui. Ça il faut l'ajouter aussi. C'est pas tout en 2020, c'est jusqu'en 2026. C'est jusqu'en 2028 donc, voilà. Même. Avec des évaluations, moi je serais une évaluation par an. Des évaluations annuelles. Et je crois qu'on ne peut aller que vers le mieux dans les pays scandinaves, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Écoutez, il ne faut pas tuer le poussin dans l'œuf. Il faut le laisser sortir, il faut avancer. La Flandre avait envisagé l'allongement du tronc commun, elle a abandonné. Mais on n'est pas en Flandre. Oui, donc la Hollande, elle avait allongé le tronc commun, elle est en train de faire marche arrière et de le reporter à la 2e secondaire. Vous trouvez déjà des problèmes, on il n'y n'a en a toujours pas entendu Raphaël Frédéric sur la question. Oui, peut-être ramener 2-3 éléments par rapport à ce qui vient d'être dit ici. Nous, chez Écolo, nous étions demandeurs d'une grande réforme de l'enseignement. Ce pacte d'excellence, et notamment cet allongement du tronc commun, répond à cette demande. Bon, il y avait toute une série d'éléments qui n'étaient pas présents dans le pacte. Ce que dit le MR. Ce que je voulais justement dire par rapport à ça, c'est que, en fait, quand on dit qu'on va diminuer les savoirs de base, c'est tout l'inverse. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que faire du français, on n'est pas obligé de faire du français que dans un cours de français théorique. On peut faire du français quand on étudie l'histoire ou la géopolitique, quand on étudie la géographie, aussi, oui. L'initiation latin. En fait, l'idée, c'est de se baser sur des modèles pédagogiques qui permettent de pratiquer les mathématiques, le français et les savoirs de base, mais au travers de toute une série d'autres compétences. Donc en ça, je ne veux pas être le défenseur de ceux qui ont voté le pacte, parce que nous n'avons pas été conviés dans ces discussions-là chez Écolo. On le regrette d'ailleurs, on aurait préféré... On ne peut pas, parce qu'on n'est pas convié, on ne peut pas voter. Mais sur l'idée, oui, on aurait préféré. Mais sur l'idée générale, on la soutient. Par contre, ce qui manque quand même dans cet allongement de tronc commun avec ces nouvelles activités pédagogiques, pour nous, c'est un axe fort sur la transition numérique. La transition numérique, ça manque dans le pacte actuel. En tout cas, c'est juste à peine abordé. Or, les élèves aujourd'hui dans les écoles, à l'instar de ce que disait Barbara Tract ici dernièrement dans une interview, même celui qui est dans le fond de la classe collé au radiateur, il trouve l'information beaucoup plus vite avec son smartphone et son pouce que éventuellement ce que l'enseignante peut lui dire. Donc,
amener toute une formation au niveau de cette transition numérique, ça nous semble absolument important. Voilà, on va devoir avancer dans le débat. J'ai toujours été admiratif de ceux qui tapaient un message avec leur pouce, je ne sais pas comment ils font. Voilà, on va parler maintenant du rythme scolaire. 116 représentants de l'école et de la société civile ont eu comme mission de repenser la grille horaire du secondaire. Une proposition qui est ressortie de ce groupe est d'organiser l'année en période comprenant 7 semaines. Alors chaque période débuterait par 6 semaines avec une grille classique d'horaire, et puis la dernière semaine, ce serait des activités culturelles, artistiques et technologiques. Alors de quoi commencer à réinventer les rythmes scolaires? Alors il s'agit d'une proposition au stade actuel. Alors quelle est concrètement votre vision du rythme scolaire pour demain? Que faut-il mettre en place par rapport à ce rythme scolaire? On va peut-être commencer par le Parti socialiste qui est un peu en déficit de temps de parole. Moi je crois qu'il faut concerter le terrain et demander aux gens qui sont spécialistes dans le domaine ce qu'on doit faire. C'est vrai que les rythmes scolaires, parfois pour les enfants, en fin de période, c'est vraiment lamentable. Les ouvrir à la culture, c'est une très bonne chose, parce qu'on n'en fait pas, à mon sens, assez. Il faut développer la culture à l'école. Et voilà, je crois qu'on doit s'adapter au rythme des enfants. Les enfants ont parfois, en fin de session, mai-juin, tu vois, même dans les plus petits, hein, ils ont du mal à finir le trimestre et tout. Et je crois que c'est une excellente idée. S'adapter au rythme des enfants, s'adapter au rythme de la famille, plutôt du côté du CDH, c'est ce que vous mettez en avant? Oui, tout à fait, parce que nous, donc le rythme scolaire, comme je me disais précédemment, ce qui est important, c'est de voir aussi tout ce qui est enseignement individualisé. Et là, ça va permettre justement à l'élève qui est en difficulté, de rentrer dans cette remédiation. Celui qui est, je dirais, un peu en avance va lui permettre justement encore de performer. Donc le but, c'est de tirer vers le haut en amenant un certain rythme dans l'enseignement. Mais contrairement à ce que vous disiez, on peut aussi y inclure du numérique dans cette heure individualisée. Ah oui, on peut. C'est pas prévu, mais on peut. On peut, puisque... Voilà. Rapidement, Raphaël Frédéric, aussi plus d'activités extrascolaires. C'est-à-dire que je pense que en fait, l'apprentissage par la diversité pédagogique, elle est beaucoup plus riche. Donc plus on met des activités pédagogiques diverses, plus c'est riche pour l'élève. Donc avoir en fait une journée comme elle est rythmée aujourd'hui avec des cycles de 50 minutes qui ne sont que théoriques pour l'instant, effectivement, c'est très difficile pour un élève. Donc oui, revoir les rythmes scolaires en variant en fait les dispositifs pédagogiques entre des activités culturelles, artistiques et évidemment les savoirs de base, ça paraît être quelque chose de très bien. Et idem pour le rythme scolaire, 7 semaines plus 2 semaines de congé, nous y sommes tout à fait favorables. Petite question par rapport à ça, Christine Poulain, est-ce qu'on parle d'activités extrascolaires, artistiques, tout ça, ça a un coût? Est-ce qu'on aura les moyens de mettre ça en place à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui ne roule pas vraiment sur l'or? Non, on ne roule pas sur l'or, mais je crois que si on y va graduellement, on a déjà mis des gratuités dans l'enseignement. Le pacte a déjà engagé 11 temps d'enseignants supplémentaires et les moyens arrivent petit à petit, mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain, ça c'est certain, mais on peut aller graduellement. D'accord, voilà. Un élément pour terminer, quelque chose qu'on regrette un tout petit peu, c'est que le programme d'éducation culturelle et artistique n'ait pas été inclus dans le pacte d'excellence de façon beaucoup plus... comment est-ce que je vais dire, de façon beaucoup plus importante. Donc voilà. Ça aurait été certainement un enjeu également. Le temps passe. Je vous propose tout de suite de passer au deuxième dossier de la soirée, la jeunesse. Trouver une crèche pour les parents relève très souvent du parcours du combattant. La pénurie de places d'accueil est une réalité. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a prévu de créer 6400 places entre 2019 et 2022. Mais cela reste insuffisant pour répondre aux besoins. Je me tourne à nouveau vers vous, Christine Poulain, parce que vous êtes toujours un peu en déficit de temps. Quelles sont les solutions très concrètement que vous proposez pour pallier les appels à projets du type le plan Cigogne pour permettre justement aux unités comme les communes ou comme Image de pouvoir créer des établissements d'accueil, parce que c'est vrai qu'on est en manque, surtout sur le territoire de Dinan-Philippeville. Donc je crois qu'il faut aider, parce que il ne faut pas rêver non plus. Au niveau des communes, on ne sait pas se payer une crèche en subside. Et ça, c'est clair et net. Donc, continuer à développer ce genre de projet qui fonctionne très bien, je dirais. Au niveau de l'accueil de la petite enfance, c'est très important. Et alors, les gardiennes ONE qui sont chez elles à domicile, peut-être en encourager et essayer de développer ça. Ça marche, en tout cas, dans nos communes rurales, ça marche très très bien. Mais on leur impose évidemment un tas de choses. Passage des pompiers, bâtiments agréés. Donc, les aider peut-être dans ces procédures qui sont parfois un peu lourdes à assumer pour un particulier, je dirais. Voilà. Pourtant, dans votre programme, vous parlez de développer l'offre d'accueil
subventionner et au contraire, vous voulez fuir tout ce qui est initiative privée, on dirait. Mais non, parce que les gardiennes ONE, c'est subventionné. Et les crèches qui sont mises sur les terrains, c'est aussi subventionné. Donc, oui, bien sûr. Et on n'a que ça comme alternative, je pense. OMR, au contraire, vous proposez d'autres alternatives. Vous voulez encourager les entreprises à créer leur propre crèche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, on constate que de nombreux parents sont coincés lorsqu'il s'agit de mettre leurs petits à la crèche ou chez une gardienne. Effectivement, il y a, au Parlement, il y a effectivement une pénurie assez prononcée. Mais pour nous, que les grandes entreprises créent leur crèche serait vraiment une solution à beaucoup de problèmes. Voilà. C'est quoi? C'est le privé qui doit venir au secours du public? Parce que ça veut dire quoi? Finalement, c'est un aveu de faiblesse? Non, ce serait une solution en plus. Ce ne serait pas une complémentarité. Et il faut effectivement, je suis d'accord avec Madame Poulain, il faut encourager aussi au niveau de nos communes bien l'installation de nouvelles accueillantes. Et c'est vrai qu'elles sont souvent compliquées, l'installation est souvent compliquée parce qu'il y a le passage des pompiers, l'ONE, etc., des exigences qui sont très strictes. Voilà, ce qui est normal. On ne peut pas transiger avec la sécurité. Mais en même temps, si on pouvait aider ces initiatives, ces personnes à s'installer, ce serait aussi une très bonne chose. Et enfin, il faudrait aussi revaloriser le statut des accueillantes d'enfants. C'est déjà fait, ça. Ça a commencé. Le CDH l'a déjà fait. Non, le CDH ne l'a pas encore fait. Il a commencé à le faire. Il commence, et ce sera normal, évalué. il continue, mais il va Donc, continuer. on verra la pertinence de ce que le CDH a mis en place Au niveau dans local, quelques mois, dans quelques années. Exemple, quand on développe des nouveaux quartiers avec énormément d'habitations, imposer la création d'un lieu d'accueil. Ça, on l'a déjà fait dans les communes, ça se fait. Donc, quand il y a des tout nouveaux quartiers avec énormément d'impact urbanistique, on impose la construction d'une crèche. Monsieur Bastin? Oui, je voulais dire au niveau local, il y a différentes possibilités, différents choix qu'on peut offrir à notre population. Par exemple, une commune peut très justement... N'oubliez pas qu'on est dans le débat de la fédération. Mais avec le soutien, bien sûr, de la région wallonne. J'en parlais dans le cadre du programme communal de développement rural, puisque nous sommes tous des communes rurales, on peut avoir des subsides pour mettre en place justement des crèches. Mais il faut savoir qu'au niveau des crèches, on sait aussi mettre... des indépendantes dans un bâtiment public. Donc, c'est vraiment le partenariat public-privé. L'inconvénient, c'est que là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence pour les parents. C'est un prix forfaitaire. L'avantage, quand on passe par l'ONE avec des co-accueillantes, là, on peut avoir un prix qui est en fonction et qui est proportionnel au salaire. Je pense que dans une commune en soutien avec la région, ça permettra, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça permettra, nous, dans notre programme, on est pour créer 6400 nouvelles places. Voilà. Un chiffre clair. C'est clair. Très brièvement, écolo, pour clôturer ce débat sur les crèches, vous voulez créer un bachelier en accueil de l'enfance. La formation un peu déficiente pour l'instant? C'est pas qu'elle est déficiente, mais c'est que, en fait, faire de l'accueil de l'enfance le premier élément de l'ascenseur social vers l'enseignement, etc., ça nous paraît vraiment très très important. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'accueil de l'enfance, c'est plus du gardiennage. Ça va bien au-delà du gardiennage. Et donc, c'est non pas primariser le prématernel, hein, si je puis dire, mais c'est surtout faire des activités pédagogiquement intéressantes avec les enfants. Donc on trouve que ça permettrait notamment de revaloriser ce métier, de créer un bachelier dans ce domaine. Voilà, je pense que vous serez tous d'accord autour de la table pour dire faites des enfants, ça payera les pensions plus tard. C'est pas inscrit dans le programme, mais je pense que vous le pensez. Je vous relance là-dessus. Allez, l'heure tourne et on arrive déjà tout doucement vers la fin de la première partie de ce débat. Mais avant d'accueillir les candidats de Namur, vous disposez encore d'1 minute chacun pour défendre une mesure phare. Voilà, et on va vous écouter. Alors le tirage au sort, je ne sais plus, je suis un peu perdu. Désigner le CDH avec... donc on commence avec vous, Christophe Bastin. C'était pas l'OMR, non? Je ne sais pas qui. Non, c'était le CDH, c'est noté, c'est clair, on commence Autant avec pour vous. moi. Okay. Donc l'environnement, pour moi, tout le monde en parle. Mais il faut sortir cette préoccupation du catalogue des bonnes intentions pour avancer concrètement et rapidement. Pour le CDH, la priorité est de diminuer la demande d'énergie, car l'énergie la plus propre est celle qui n'est pas consommée, et pour cela, il faudra passer par des mesures concrètes. C'est d'investir massivement dans l'isolation des bâtiments scolaires, privés et publics, ce qui permettra bien sûr de diminuer votre facture énergétique, d'améliorer l'environnement et de créer des emplois. Deuxièmement, il faudra permettre à tous
de pouvoir rentrer dans la transition énergétique en favorisant la création de coopératives citoyennes locales. Développons donc chez chacun d'entre nous le plaisir d'agir en faveur de la nature, de notre environnement, de notre santé, et surtout en faveur de notre avenir et de l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Pour cela, faites confiance à la liste 5. Voilà. En avant pour vous. Top. Voilà, on a un peu dépassé le chrono. On va essayer de faire mieux du côté du MR. Laetitia Brognier, c'est à vous de conclure. Eh bien, moi, je vais conclure sur un point de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque le débat qui vient d'avoir lieu était axé sur ces compétences en particulier. Alors, vous savez que le MR n'est plus à la manœuvre depuis 15 ans à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et vous doutez bien que si nous y arrivons, bien nous avons pléthore de mesures et d'idées à mettre en œuvre. Je vais m'intéresser plus précisément à trois mesures concrètes en matière d'enseignement, puisque c'était quand même le sujet principal de ce débat. Et tout simplement, notre première mesure concrète, la première mesure phare que nous voudrions mettre en œuvre, c'est vraiment de renforcer l'apprentissage des savoirs de base et dès le primaire. On sait que les tests PISA, les résultats des tests PISA ne sont pas bons, que les élèves wallons ne sont pas bien classés du tout. Donc pour nous, apprendre à lire, apprendre à écrire, comprendre ce qu'on lit, c'est vraiment désolée. Et pour les deux autres priorités, vous renvoyez au site internet, je suppose, du programme MR. Voilà. Écolo maintenant. Avec Écolo. En préparant ce débat, je pensais évidemment à mes 3 enfants, en me demandant mais quel monde est-ce qu'on souhaite vraiment leur laisser. Je pensais aussi aux jeunes et aux moins jeunes qui sont dans la rue depuis maintenant des mois pour la lutte contre la justice climatique et la justice sociale. Alors à côté de cette belle générosité et de cette belle mobilisation citoyenne, il y a évidemment le boomerang politique et la pitoyable image que beaucoup renvoient. Cette politique faite de dérives, comme Publifin par exemple, de mensonges, de fake news, on l'a vu récemment, du culte de la personnalité, de cette volonté effrénée de croissance, de faire du fric, toujours plus de fric au détriment des plus précarisés, de l'environnement, de la santé. Notre projet de transition écologique, c'est un véritable basculement par rapport à cette politique qui est dépassée. Nous souhaitons une politique éthique, solidaire, durable, inclusive, qui regarde vers l'avenir, une politique qui mise sur les jeunes sans être au détriment des plus âgés, qui mise sur la santé et le bien-être, des emplois durables, en mettant au cœur de chaque décision l'environnement. Elle est bien là notre mesure phare chez Écolo, c'est mettre au cœur de chaque décision politique stop, s'il l'environnement. Vous plaît. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, c'est 60 secondes. Je rappelle, si vous faites 60 secondes, vous gagnez 3 sièges au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'enjeu est énorme, Christine Poulin. Madame Poulin. Eh bien, nous, au Parti socialiste, on estime qu'une société qui évolue, c'est une société où chacun trouve sa juste place. Et pour trouver sa juste place, l'enseignement est la clé de cette solution. Et on voudrait tendre vers une vraie gratuité de l'enseignement, de la maternelle jusqu'à la fin des secondaires. À partir du moment où un jeune a une bonne formation et qu'il a un diplôme en main, il trouvera sa place dans la société. Et le problème que nous rencontrons actuellement, c'est qu'il y a beaucoup trop de jeunes qui n'arrivent à rien, qui n'ont rien à mettre sur un CV. Donc le Parti socialiste entend, dans le cadre de la politique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mettre petit à petit une gratuité et une vraie gratuité de toutes les écoles, une gratuité qui ne va pas freiner certains parents d'aller inscrire leurs enfants dans certaines écoles parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas les financer. Donc la gratuité de l'enseignement, c'est un des objectifs du Parti socialiste. Voilà. Il y en a qui grappillent, puis il y en a qui ont laisse. Christine Poulin, un débit de parole très très rapide. En fait, il ne faudrait pas calculer la seconde, mais au mot. Voilà, en tout cas, merci à tous. Il est l'heure de vous dire au revoir et surtout, il est l'heure de faire place aux candidats de l'arrondissement de Namur pour débattre à présent de l'avenir, de l'enseignement supérieur et de la culture. Attendez, ne partez pas trop vite. Et de la fédération, et donc de la culture, pardon. Mais d'abord, le temps d'effectuer le changement de plateau. Et oui, on a tout prévu, Madame Poulin. Ils sont pressés sur la campagne. Ouais, voilà. On vous propose une petite séquence didactique sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. De qui se compose son Parlement et son gouvernement? Que fait-elle? Les réponses en images dans cette séquence de Mathieu Brognier. Le 26 mai, vous voterez pour élire vos représentants à la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Belgique est composée de 3 communautés, la communauté flamande, la communauté germanophone et la communauté française devenue la Fédération Wallonie-Bruxelles. Chacune est dotée d'un parlement et d'un gouvernement qui assurent les pouvoirs législatifs et exécutifs.
Les compétences sont en lien avec les spécificités linguistiques. Il y a la culture, la jeunesse ou encore l'enseignement qui constitue la principale matière. Le gouvernement est composé d'un ministre-président et de 6 ministres. Le Parlement qui se trouve à Bruxelles est lui composé de 75 députés issus du Parlement de Wallonie et de 19 députés francophones issus du Parlement bruxellois. Ils sont donc 94 au total. Pour Namur, 11 députés sont élus, 7 pour l'arrondissement de Namur et 4 pour celui de Dinan-Philippeville. En Belgique, le vote est obligatoire et secret. Il faut être âgé de 18 ans. Le vote par procuration est possible sous certaines conditions. Retour sur le plateau en compagnie des candidats de l'arrondissement de Namur, toujours en compagnie des mêmes partis plus ou moins. Plus ou moins, on va dire, parce qu'il y a des désistements. Alors on fait un rapide tour de présentation. À notre gauche, d'abord, Philippe Kerbuch n'est pas là du Parti des Filles. On l'a dit en début d'émission, les deux représentants qui sont absents, ils se sont excusés ce matin. On accueille Bénédicte Rochet pour Écolo. Le PS est quant à lui représenté par Vincent Sampaoli. De l'autre côté de la table, on accueille Laurent Anquet pour le mouvement réformateur, l'OMR. Ensuite, Isabelle Moinet pour le CDH. Et enfin, la Benjamine, je pense que je ne me trompe pas en disant ça, Axel Thirifaillé qui représente quant à elle le PTB. Bienvenue à vous tous. Voilà qui est fait comme promis. On poursuit ce débat avec 2 nouveaux thèmes, l'enseignement supérieur et la culture. Et l'on s'intéresse dans un premier temps à l'enseignement supérieur, un secteur sous-financé. En 20 ans, l'enveloppe consacrée à l'enseignement supérieur n'a pour ainsi dire pas bougé, alors que le nombre d'étudiants n'a cessé de gonfler, plus de 35% en l'espace de 20 ans. Une situation qui n'est plus soutenable pour les universités et hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le monde académique tire la sonnette d'alarme. Frédéric François, doyen de la faculté de Jean Blou, agrobiotech, il dénonce le manque de financement de l'enseignement universitaire et supérieur ainsi que celui de la recherche scientifique. Écoutez, la séquence est signée Mathieu Bonnier et Thomas Matelard. Bonjour, Frédéric Francy, doyen de la faculté Jean Blou Agrobiotech de l'Université de Liège. Même si on a réinjecté ces dernières années quelques millions d'euros au niveau de l'enseignement universitaire, le chiffre, c'est sur les 20 dernières années, c'est 22% de financement en moins. Alors comment va-t-on calculer ça? On est passé de 70 000 étudiants universitaires il y a une dizaine d'années à 102 000 maintenant, et ça dans une enveloppe fermée. Et donc dit autrement, on a 30% d'étudiants supplémentaires avec les mêmes ressources pour pouvoir assurer les activités d'enseignement. Donc on est vraiment avec une vision de définancement. Au niveau de la recherche, il y a une balise qui a été mise au niveau européen, c'était de consacrer 3% du PIB. Alors au niveau de la communauté Wallonie-Bruxelles, on est à peu près à 2,5. Et dans ces 2,5, il était prévu d'avoir à peu près 1% de financement public de cette recherche. On est à peu près à 0,7. Donc si on prend par exemple l'entité qui est le FNRS, le Fonds national pour la recherche scientifique, qui est vraiment l'outil en termes de recherche, on est à peu près à 180 millions de financement, ce qui correspond à exactement la même chose qu'il y a 10 ans. La question serait sans doute de savoir à partir de quand on peut imaginer de faire sauter le verrou de l'enveloppe fermée et finalement d'avoir les financements qui permettent d'encadrer les étudiants par rapport à leur augmentation vraiment significative.
Voilà, l'enseignement supérieur est un vaste sujet. N'hésitez pas à réagir sur Facebook. Vous êtes un peu timide pour l'instant. N'hésitez pas à envoyer les commentaires. On les relaiera ici sur le plateau dans la mesure du possible. Alors, on l'a entendu, il y a urgence. En 20 ans, le financement par étudiant a chuté de plus de 20% dans les universités à cause de cette fameuse enveloppe fermée dont le montant est figé depuis 1998. Êtes-vous prêt aujourd'hui à prendre vos responsabilités et à refinancer le secteur? C'est un peu le sens de l'interpellation ici de ce membre de l'université. C'est du côté du CDH, je pense, à prendre la parole. Le tirage au sort vous a désigné pour attaquer cette thématique. Voilà, cette fameuse enveloppe fermée, faut-il l'ouvrir et verser beaucoup d'argent pour le secteur universitaire qui en a bien besoin apparemment? Le constat est terrible. On connaît un définancement de l'enseignement supérieur chez nous en Fédération Wallonie-Bruxelles par rapport à nos voisins, mais également par rapport à l'enseignement secondaire. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour remédier à cette situation catastrophique? Le gouvernement, lors de cette législature, a refinancé à hauteur de 107 millions l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons poursuivre l'effort. Et qu'est-ce qu'on propose au CDH dans notre programme? Nous proposons un refinancement de 50 millions par an, étalé sur 5 ans, donc à échéance 250 millions d'euros, pour refinancer justement ces établissements d'enseignement supérieur qui en ont bien besoin. Mais au-delà de ça, nous proposons également un refinancement de 20 millions pour les bâtiments scolaires, puisque les bâtiments en enseignement supérieur, suite à la hausse, à la massification de l'enseignement supérieur, devront être également rénovés. Et parallèlement à ça, nous envisageons également un refinancement de 83 millions pour la recherche universitaire. Voilà. On est prêt à débourser du côté du CDH. Est-ce que c'est la même chose chez vous, au PS? Je pense que vous voulez faire aussi sauter le mécanisme de l'enveloppe fermée, Vincent Sampoli. Oui, absolument. Il faut faire sauter ce verrou de l'enveloppe fermée. Et je pense que la première chose que nous devons dire, c'est que permettre l'accès à l'enseignement supérieur aux jeunes est primordial. Oui, on y reviendra. Là, si vous voulez bien, on va rester vraiment sur le financement. Non, voilà. Sur le financement, nous sommes d'accord et nous partons dans l'objectif de faire sauter le verrou. Il est important de refinancer l'enseignement supérieur. Je le disais, c'est primordial. Je pose peut-être une question, parce que vous étiez au pouvoir, le PS, aussi le CDH. Pourquoi, il dit, apparemment c'est une enveloppe fermée depuis 1998, pourquoi avoir attendu si longtemps avant de d'ouvrir cette enveloppe qui apparemment pose problème au niveau universitaire? C'est-à-dire que les moyens financiers dont la Fédération Wallonie-Bruxelles dispose sont quand même très limités. Il n'y a pas de possibilité d'emprunt, il n'y a pas de possibilité de financement complémentaire. Donc nous sommes obligés de jouer dans une enveloppe fermée et il faudra faire des ajustements, mais il faut permettre demain à l'enseignement supérieur de disposer de moyens complémentaires. On va peut-être rappeler que la Fédération Wallonie-Bruxelles ne veut pas lever par exemple des impôts, contrairement à la région Wallonne. Ici, on pose la question clairement. Ici, voilà, il faut de l'argent en plus. Monsieur Sampoli vient de le dire, il n'y a pas assez d'argent. Mais alors, comment vous avez trouvé les 250 millions sur 5 ans j'allais dire 50 ans, sur 5 ans. Sur 5 ans, c'est une volonté gouvernementale à ce moment-là. Mais la volonté doit être suivie des faits, il faut aller chercher les fonds. Voilà, quand vous entendez le PS qui dit voilà, il n'y a pas d'argent en Fédération Wallonie-Bruxelles, comment on peut aller chercher cet argent? L'argent, il y en a, même si c'est en enveloppe fermée, mais il faut décider sur quelle thématique, dans quel secteur on veut les déployer. Je pense qu'il y aura également le pacte pour un enseignement supérieur, un enseignement d'excellence à financer, la formation initiale des enseignants et évidemment l'enseignement supérieur, ça me semble fondamental. Monsieur Anquet, quand vous entendez, voilà, il faut refinancer, il faut faire sauter le principe de l'enveloppe fermée, alors que voilà, ici les deux partis qu'on vient d'entendre étaient au pouvoir, ça vous fait sourire? Ben oui, je remercie M. Hortin d'avoir posé la question, j'allais le faire. C'est vrai que ça fait 15 ans que le CDH et le PS sont au pouvoir, ils auraient pu faire sauter le verrou depuis bien longtemps. Le recteur a tout à fait raison, c'est vrai que l'enseignement supérieur souffre d'un manque de besoins, que ce soit en infrastructure, que ce soit en recherche, que ce soit en personnel. Le problème, c'est que tous les secteurs de l'enseignement le demandent, aussi bien le fondamental que le supérieur. Et donc, on sait très bien, par exemple, que la Fédération Wallonie-Bruxelles souffre de déficit chronique. Et par exemple, c'est la Cour des comptes qui le dit, de 2014 à 2017, la majorité a augmenté la dette de la communauté française de 25%. On est passé de 5 milliards à 6 milliards et demi. Donc forcément, il faut trouver l'argent quelque part. Donc nous, il y a un élément, c'est évidemment ce qu'on a déjà appliqué dans l'enseignement secondaire,
c'est le fait de travailler avec des PPP, donc des partenariats public-privé. J'entends bien que le PS est beaucoup plus réticent, mais je pense qu'à partir du moment où ils l'ont dit, l'enveloppe est fermée, on n'a pas de pouvoir fiscal, il faut aller chercher l'argent ailleurs, et donc les PPP sont une solution. Un autre élément, c'est de faire un cadastre. On aura l'occasion de vous entendre, mais peut-être faire réagir le PS par rapport au PPP, les partenariats public-privé, parce que le PS, dans votre programme, vous dites qu'il faut encadrer et limiter l'apport de fonds privés. Pourquoi ? Parce que simplement, quand on travaille dans un partenariat public-privé, l'entreprise qui est là et qui mène le projet, c'est pas une œuvre caritative, donc financièrement, elle doit s'y retrouver, ce qui est légitime, mais aussi, ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité, un partenariat public-privé, que travailler en public pur. Mais de toute façon, en public pur, il n'y a plus d'argent, puisque vous l'avez signalé, la communauté française est en déficit, elle est endettée. Un autre élément où on peut récupérer de l'argent, c'est de moins gaspiller, mieux dépenser. Je prends l'exemple gaspiller, c'est pas compliqué. On vient de décider à la Fédération Wallonie-Bruxelles d'octroyer, par exemple, 100 € à tous les professeurs qui utilisent un ordinateur. Forfaitairement, ça fait 10 millions par an. On vient décider de décrocher 350 profs pour aller, comme conseiller pédagogique, expliquer les plans de pilotage en école. Ça coûte 15 millions par an. On a décidé d'engager des DCO. Ça coûte 10 millions. Donc moi, j'arrive tout de suite en 5 minutes à récupérer 35 millions d'euros qu'on pourra affecter ailleurs. Vous êtes fort. Mais je pense que... Vous êtes très fort. En une heure, non, mais c'est c'est très simple. Je pense qu'il faut faire un cadastre des dépenses et voir là où, effectivement, il y a du gaspillage et qu'on peut récupérer. Et c'est pareil dans beaucoup de domaines. C'est un arbitrage. Donc, il faut... Si vous voulez, le débat ne se passe pas à 3. On va aussi donner la parole aux autres partis. Chez Ecolo, vous êtes aussi pour un refinancement progressif. Qu'est-ce que vous entendez par progressif ? Donc c'est clairement aussi l'idée de faire sauter le verrou de cette enveloppe fermée. On ne peut plus demander aujourd'hui aux enseignants du supérieur de faire les mêmes missions, mais pour un nombre plus élevé d'étudiants, mais avec moins de financement. On l'a dit, les locaux sont vétustes, les équipements sont vétustes, donc clairement, on est pour un refinancement. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est proposer des engagements qui soient réalistes. Et en effet, quand on parle d'un refinancement structurel progressif, c'est-à-dire qu'il faut y aller progressivement. On veut être prudent. On parle de 50 millions par an, mais pendant 10 ans, et donc ce sera échelonné. Pour nous, vraiment, on l'a dit, je pense, c'est un choix politique. Ne pas investir dans l'enseignement supérieur, c'est vraiment passer à côté d'un des enjeux de notre avenir. On oublie souvent que l'enseignement, c'est aussi la recherche et c'est le laboratoire de la société de demain. C'est là où on teste les solutions des défis de demain. C'est là où les solutions sont imaginées, sont expérimentées et qui sont transmises bien à tous les étudiants. Créateur d'emploi aussi, vous le dites, il faut soutenir ça. Petite question, quelqu'un était sorti, peut-être Morgane va me rappeler la source, par rapport au financement. C'est le recteur de Saint-Louis. Le recteur de Saint-Louis qui a fait une petite sortie en disant, mais selon lui, on met trop d'argent pour le primaire et le secondaire au détriment de l'enseignement universitaire. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Alors, je ne pense pas qu'on mette trop d'un côté ou de l'autre. Je pense que tout ça doit être pris de manière globale. On en a parlé tout à l'heure de la petite enfance. Il faut partir sur vraiment un financement pour nos enfants qui part de la petite enfance et qui leur permettent d'accéder à l'enseignement, y compris secondaire, y compris aux études supérieures. Et donc ça doit se réfléchir de manière globale. Et c'est peut-être un des ennuis ou un des défauts de la législature précédente, c'est d'avoir réfléchi de manière compartimentée sans regarder l'ensemble de cette enveloppe. Voilà, on aura l'occasion encore d'en parler. Axel Thierry-Fayet, vous écoutez attentivement le débat. Au PTB, clairement, une des volontés affichées, c'est de lier finalement le financement au prorata du nombre d'élèves, ce qui n'a pas été fait clairement ces dernières années. Du coup, je rejoins certains commentaires qui ont déjà été faits concernant l'enveloppe fermée. Nous, on pense vraiment qu'il y a un souci et c'est une très bonne chose en soi que l'enseignement supérieur attire de plus en plus de jeunes et on espère que ça continuera dans ce sens-là. Mais effectivement, on ne peut pas continuer avec une enveloppe fermée puisqu'il y a un tas de soucis au niveau de l'encadrement, etc., même des locaux. Par contre, en ce qui concerne les partenariats publics-privés, évidemment, nous ne sommes pas tout à fait dans cette idée-là. On pense que c'est même assez dangereux de laisser les entreprises privées entrer au sein des universités. Dangereux à quel point, à quel niveau ? Dangereux, c'est peut-être pas le mot le plus adapté, mais en tout cas non judicieux, dans le sens où c'est un service au public et on trouve que c'est vraiment important que ça le reste. Que l'université et les autres écoles soient ouvertes sur le monde, c'est une chose en soi très positive, mais il y a plein d'autres façons de le faire, notamment via des partenariats avec des ONG,
des associations, peut-être même des syndicats. Il y a des choses très intéressantes qui pourraient être faites, mais les partenariats publics-privés, on n'est pas vraiment... On dit que ça peut être dangereux ici. Les craintes par rapport, vous craignez quoi, une privatisation un peu à l'américaine, où il faut payer de plus en plus pour accéder aux enseignements supérieurs? Graduellement, une privatisation qui ne dirait pas son nom, et petit à petit, on voit déjà ça sous forme de chaire dans certaines universités, où finalement, c'est pas l'université qui part des besoins de la société, ou des besoins des étudiants, mais plutôt une université qui se met au service en fait des entreprises privées. Et là, évidemment, on a un souci fondamental sur la question. Vous entendez les craintes Non, je ne rejoins pas du tout. C'est vrai qu'il faut distinguer l'enseignement ordinaire de l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, on a affaire à des adultes qui sont étudiants, on a affaire à des enseignants. Dans l'enseignement secondaire et fondamental, on protège, si vous voulez, les enfants de cette invasion de publicité commerciale parce qu'effectivement, ils n'ont pas encore l'esprit critique pour pouvoir discerner. Dans l'enseignement supérieur, je ne vois pas tellement où est le danger. Et puis, il suffit de mettre des balises. Lorsqu'on signe les contrats, ce n'est pas très compliqué. Merci, Saint-Pauline. Je ne partage pas du tout l'avis de M. Anquet, mais nous ne serons jamais d'accord. Donc, non, nous ne serons jamais d'accord. En fait, une année d'études dans l'enseignement supérieur coûte en moyenne 8 à 12 000 euros. Si vous le voulez bien, comme ça, on va vraiment lancer ce débat-là. Hein. On va en venir tout de suite au coût des études. Les études supérieures, je vais vous couper, je vais vous donner le chiffre, coûtent de plus en plus cher. D'après la Fédération des étudiants francophones, le coût d'une année d'études a augmenté de plus de 20% depuis 2000. Une année coûterait entre 8 000 et 12 000 euros. On a les mêmes chiffres ? Absolument. On a les mêmes chiffres. Les demandes de bourse ne cessent d'augmenter d'année en année. De nombreux étudiants sont contraints de travailler pour se payer des études. Monsieur Vincent Sampaoli. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Et surtout... Oui, je peux confirmer ces chiffres. Nous avons les mêmes. Donc, je peux confirmer ces chiffres. Mais ce qui est important, c'est de dire que qui peut se permettre, dans une famille parfois monoparentale ou dans une famille modeste, de libérer 8 000 ou 12 000 euros pour une année d'études pour ses enfants? Or, le droit à l'enseignement, le droit à progresser dans la société, je pense qu'il est reconnu par tous et il est important que chacun puisse, à un moment donné, atteindre des objectifs qu'il s'est fixés. Et c'est ce que vous craignez dans la privatisation? Et la privatisation risque évidemment de partir en sens inverse et d'augmenter le coût des études, alors qu'on devrait le réduire, le coût des études. On devrait permettre aussi aux jeunes d'avoir plus facilement accès aux bourses d'études, parce que dans la situation actuelle, il y a quand même un certain nombre de jeunes qui ne se trouvent pas dans des situations favorisées et qui sont, je dirais, entre les deux et qui n'ont pas accès. Il faut porter le seuil un peu, il faut porter le seuil plus haut pour permettre à plus de jeunes d'avoir accès à ces bourses d'études. Et au-delà de ça, on devrait aussi permettre une facilité, augmenter le nombre de logements publics destinés aux jeunes étudiants pour aussi leur permettre d'accéder à un code dans de bonnes conditions sans être tributaire parfois d'un propriétaire qui demande des coûts excessifs en termes de loyer. Je peux juste rajouter que, effectivement, nous vivons dans une société où la précarité a augmenté, que ce soit via les familles monoparentales ou les étudiants qui quittent leur domicile familial à 18 ans. Donc ça engendre un certain nombre de problèmes. Mais pour faire face à ces problèmes, nous avons pris un certain nombre de mesures ces dernières années. Nous avons gelé le Minerval, c'est-à-dire que le Minerval n'a pas été augmenté depuis 2011. Ça, c'est important. C'est un gain de 100 euros par famille sur l'année. Nous avons ça, pour le préciser, je pense que ça ne concerne que les universités. Hein. Universités. Pas les hautes écoles où parfois le Minerval peut s'envoler bien plus haut. Oui, mais il est beaucoup moins élevé au départ. Hein. Il est situé entre 250 et 350 euros, tandis qu'au niveau de l'université, on est à 835 euros. Ça dépend les hautes écoles. Alors, ce qu'on a encore fait également, c'est augmenter sensiblement le nombre d'allocations, le budget des allocations d'études. On a eu une hausse de 13% en 5 ans. C'est vraiment une hausse importante puisqu'il y a de plus en plus d'étudiants qui souhaitent obtenir des bourses. On a également augmenté les subsides sociaux aux universités et aux hautes écoles. C'est plus de 20 millions d'euros en 4 ans
qui ont été... Là, vous êtes dans le bilan. Une proposition que vous aimeriez bien mettre sur la table ou pour la prochaine législature? En termes de logement, par exemple, et en termes de mobilité, on voudrait avoir la mobilité gratuite pour les étudiants jusqu'à 30 ans. Par exemple, c'est une mesure qu'on souhaiterait mettre sur la table. Je donne la parole au MR. Vous voulez diminuer, voire supprimer, j'ai lu dans votre programme, le Minerval pour les filières d'études qui mènent à des métiers en pénurie. Oui, peut-être 30 secondes. Il ne faut pas noircir tout de même, pas noircir le tableau, parce que, comme le recteur l'a dit, on a vu une massification dans l'enseignement supérieur. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui peut accéder à l'enseignement supérieur. Il existe des bourses, il existe tout un système qui permet aux enfants qui sont en difficulté, en précarité, de pouvoir y arriver. Par contre, là où il faut faire un effort royal, et j'ai souvent interpellé le ministre Flau, c'est que, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a 20 000 dossiers de bourses d'études qui sont bloqués parce que la fonction publique au niveau de la communauté française est en retard, le système logiciel ne fonctionne pas. Et donc, c'est vrai que nous souhaitons supprimer le Minerval pour les étudiants qui se lanceraient dans des métiers, dans des filières qui amènent aux métiers en pénurie. Simplement, on comprend le raisonnement. Forcément, il faut, puisqu'il y a des métiers en pénurie, c'est de l'emploi qui est à la clé. Donc, il faut faire en sorte que tout le monde puisse entrer dans ces filières-là le plus facilement possible. Une même logique à la région Wallonne, on veut aussi une prime à la formation. On donne une prime à la formation, 350 € aux chômeurs, en plus de leur prime de chômage, pour aller se former dans une filière en pénurie. Ok, le PTB puis écolo? Oui, sans grande surprise, moi je suis un peu étonnée quand j'entends dire que finalement l'université et les autres écoles sont accessibles à tout un chacun. Le coût financier évidemment reste évidemment très important, M. Sampaoli l'a souligné. Et je pense que c'est une vision un peu coupée de la réalité finalement de dire ça, parce que quand on voit simplement le coût en logement pour certains étudiants, non, tout le monde ne peut pas se le payer. Alors j'entends parler de la bourse, évidemment c'est super, moi-même j'en ai bénéficié. Donc c'est un système qu'on apprécie, mais qui n'est pas encore automatique. Et ça fait partie de nos propositions. Qu'est-ce que vous voulez dire par qui n'est pas encore automatique? En fait, donc, de ce que moi je vois, beaucoup de gens ne savent pas parfois quels droits ils ont en ce qui concerne les bourses, ne sont même pas au courant de toutes les démarches à faire. Alors oui, bien sûr, chacun doit se prendre en main. Toujours est-il que c'est pas toujours facile. Et que, donc, qu'est-ce que vous proposez? Un système automatisé, donc simplement les gens qui y ont droit seraient directement informés de ça. Et le système de bourse automatique aussi, un autre problème avec les bourses, c'est que parfois il faut attendre 6 mois après le début de l'année pour recevoir enfin le montant. Un délai trop long. Parfois c'est très difficile. Et alors pour citer encore un chiffre que M. Sampaoli aime bien, Testachat a fait une enquête concernant l'épargne des Belges, et donc 75% ont du mal à épargner, ça ne surprend pas grand monde, mais on observe que le logement et surtout les études supérieures en fait arrivent en 3e place dans les dépenses les plus importantes pour un ménage dont les enfants sont en âge de scolarité. Donc c'est évidemment énorme, et ça confirme ce que M. Sampaoli disait tout à l'heure. Et donc, vous voulez tendre, je pense que je disais dans votre programme, à terme, vous voulez que l'enseignement sera gratuit, mais quand on voit les difficultés de financement, le sous-financement ici depuis ces 20 dernières années, comment tendre vers la gratuité? Oui, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Donc déjà, l'accessibilité aux moyens de transport, tout ce qui est transport public, évidemment. En plus, dans un contexte de crise écologique, c'est quelque chose qui me paraît évident pour les jeunes. Il y a aussi la question du logement, puisque quand on vient d'une région rurale, comme c'était mon cas par exemple, mais il y en a plein d'autres, le fait d'avoir un code n'est malheureusement pas un luxe, c'est juste une obligation. Et donc la question du logement dans les grandes villes universitaires doit aussi être discutée. Il y a plein de choses très intéressantes à faire, notamment des grilles des loyers. Comme ça est proposé par le PS? Oui, effectivement, construction de logements publics. Il y a plein de formules qui ont été testées et approuvées à l'étranger, ou simplement une grille de loyer, en fait, sur des critères objectifs qui permettraient d'éviter justement de jouer au Monopoly avec... Voilà, ça c'est un large débat. Bénédicte Desrochers, on ne vous a pas encore entendu beaucoup sur la question au niveau universitaire. Chez Écolo, évidemment, bien sûr, on est aussi pour cette augmentation du seuil de la bourse, mais on en a déjà parlé, et un des éléments qui nous tracasse beaucoup, c'est la longueur de la procédure administrative. Hein. Les étudiants doivent avancer l'argent, et donc ça veut dire aussi que pendant tout un temps, ils ne savent pas à quel budget ils auront, comment ils vont le gérer. Et un élément qui est important aussi, dont on n'a pas vraiment parlé, tout ça, ça se fait au détriment des études et des conditions sereines pour l'étudiant. Mais vous êtes pour aussi une systématisation et une automatisation? En tout cas, une automatisation, oui, mais c'est surtout une simplification administrative.
et que les bourses soient beaucoup plus rapidement traitées, ça c'est certain. Et nous, ce qui nous intéresse aussi de mettre en place, c'est d'autres incitants financiers. On parle des bourses d'études, mais on peut aussi renforcer des subsides publics dans des résidences universitaires. Il y a des exemples très concrets de frigos partagés, de potagers partagés qui ont pu être mis en place grâce à des subsides publics. C'est important parce que ça améliore non seulement l'alimentation de ces étudiants, qui est souvent une alimentation peut-être pas saine, parfois pour des raisons de rapidité, mais aussi parfois pour des raisons économiques. Mais ça ne règle pas l'aspect de l'accès finalement aux études supérieures. Non, et donc là, on est dans d'autres types d'incitants, d'autres types de mesures. On est bien sûr d'accord pour que les bourses d'études continuent et soient augmentées. Une inquiétude du côté écolo, vous m'avez dit, c'était par rapport à la recherche. Pour vous, les sous-financer, la recherche universitaire ? Oui, pour nous, clairement, la recherche universitaire, aujourd'hui, elle est sous-financée. On en a parlé de ces 3% du PIB. Il faut savoir que tous les États européens se sont engagés à arriver à ces 3% du PIB. Aujourd'hui, de financement, c'est ça de financement de la recherche. Aujourd'hui, on en est loin. Et, vous avez un chiffre qu'on dit, voilà. Je pense qu'on est aux alentours des 2,5% et que le financement public dans ces 2,5% est aux alentours de 0,7%. Donc on n'y est pas encore. Mais de nouveau, quand on parle de financement, on parle aussi de bien-être des chercheurs, de conditions précaires de ces chercheurs qui ont souvent des statuts qui ne sont pas toujours stables, qui sont précaires. Et donc, refinancer la recherche, c'est aussi garantir des statuts fiscaux, des statuts sociaux plus importants pour les chercheurs et les chercheuses. Mais je vous propose, parce que l'heure tourne ici, je vois l'heure, il est exactement 8h59. Je suis désolée, on va devoir... Le temps passe vite, c'est qu'on s'amuse. Voilà, oui. On va devoir clore ce dossier pour entamer la dernière thématique du jour, la culture. Dernier thème donc de la soirée, la culture. Il y a plus de 3000 opérateurs culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pas que. Le secteur culturel constitue un riche vivier chez nous. Nous sommes allés à la rencontre d'un metteur en scène, comédien et responsable de 2 compagnies dans la région dinantaise. Il s'agit de Bruno Maclar. Il ne manque pas de revendications pour la culture. L'une d'elles, refinancer le monde culturel rural et les troupes amateurs, une séquence préparée par Mathieu Bonnier et Thomas Matelard. Bonjour, je m'appelle Bruno Maclar et je suis responsable d'associations qui s'occupent de culture, de théâtre, de musique dans la région namuroise et principalement dinantaise. Alors aujourd'hui, avec la compagnie du Rocher Bayard à Dinan, nous jouons les Fourberies de Scapin, donc un théâtre de répertoire, avec la troupe amateur. Il y a de plus en plus de culture, mais qu'on a de plus en plus de difficultés d'obtenir des soutiens financiers. Les financements vont surtout sur Namur, si je peux me permettre, et aussi vers ces bâtiments qui sont énormes et qui mangent tous les budgets. Et qu'il revient dans la résolution de me marier. Oui. Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin. Pour moi, l'éducation et la culture, ce sont les 2 mamelles d'une société. Et ce sont peut-être 2 aspects qui ne sont pas assez financés. Et c'est souvent la culture qui est d'abord rabotée quand on doit faire attention financièrement à son budget. Je voudrais vous interpeller sur 2 questions. Au niveau local, c'est de pouvoir, lors de l'écriture d'un prochain budget communal, faire intervenir des fonds pour les petites associations qui portent des projets culturels et au niveau régional et national, d'interpeller le monde fédère pour y arriver. Voilà, là c'est une question très précise. Je vois certains étonnements de la part sur le plateau par rapport au fonds fédère. Mais bon, en filigrane de ça, il y a évidemment le financement de la culture. Peut-être du côté du CDH, voilà, quand vous entendez une inquiétude ici du secteur culturel en disant il manque de moyens pour développer la culture. Vous partagez cet avis ? Non, je suis un peu étonnée d'entendre ce que je viens d'entendre parce que je voudrais d'abord saluer l'action que Alda Creodi, la ministre de la Culture, a menée ces 5 dernières années.
Elle a fait un travail extraordinaire en termes culturels. Un exemple concret, puis on passe aux propositions. Eh bien, justement, elle a augmenté les budgets de la culture de 12,65%. C'est un budget conséquent. Ici, ce qui était dit dans la séquence, c'est que finalement, on avait l'impression que parfois, c'était que les gros acteurs culturels qui en profitaient. Non, je pense que via l'action Bouger les lignes, il y a eu vraiment une concertation de tous les acteurs de terrain il y a quelques années et ça a remonté. Donc l'ensemble du secteur culturel a été refinancé. Avec une bonne redistribution de moyens entre petits et grands opérateurs. Oui, Ce sont une critique qu'on entend de la part des petits opérateurs culturels. Je pense que maintenant, il y a un décret gouvernance, donc c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs vont pouvoir, via des critères bien définis, pouvoir bénéficier de subsides et de budgets pour valoriser leur présentation. Donc un bon bilan, mais voilà, il reste encore des choses à faire ou pour vous, la culture se porte bien ? La culture se porte bien. Alda Creoli a notamment déposé un décret musée qui refinance également tout le secteur des musées avec un budget de 11 millions d'euros conséquent. Il y a également eu le prix unique du livre qui a été défendu par la ministre. Bilan, là. Oui, mais je veux dire, il y a toute une série de mesures qui ont été prises. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait au niveau de la culture. Bénédicte Grochet, vous voyez un peu réagir et faire un peu la moue par rapport à... Oui, parce que je pense qu'on nous avait en effet promis de bouger les lignes. Il y aurait un décret de gouvernance culturelle. Eh bien, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand-chose. En tout cas, on est rentré dans un interminable labyrinthe administratif justement pour tous ces petits opérateurs culturels et que finalement, on a oublié l'essentiel, à savoir quelle culture on veut pour demain. On fait un décret musée. Quel musée au XXIe siècle veut-on ? Il n'y a pas véritablement de réflexion. Et vous parlez d'un décret de la gouvernance culturelle. C'est pas un décret de la gouvernance culturelle, c'est un décret de la réforme des instances d'avis. Et donc là, on est vraiment dans un secteur très particulier. On a oublié tout un pan de la culture. Je pense à la dépolitisation des instances, la place des femmes dans le secteur culturel, les rapports de force entre le pouvoir, l'administration, les opérateurs culturels. Donc je suis en effet souvent étonnée d'entendre que on a avancé. Or, pour nous, vraiment, la culture, c'est... Le cœur doit être au cœur du débat. Vous parliez tout à l'heure d'instances, oui. Je voulais quand même rajouter que pour moi c'était important d'arrêter avec le fait du prince, c'est-à-dire que maintenant on va objectiver la remise des budgets aux différents acteurs. Pour moi, c'est en termes d'impartialité, ça me semble vraiment important. C'était le cas déjà des instances d'avis. Ça ne fonctionnait pas dans certaines instances d'avis. Elles ont été revues, mais on ne peut pas dire que jusqu'à présent ce n'était pas objectivable. Donc on n'a pas réfléchi. Elles ne seront plus du tout politisées. Donc voilà, on va pas faire le débat sur peut-être une précision pour les spectateurs. Vous parlez des instances d'avis, donc c'était des experts qui se regroupaient, qui attribuaient les subsidiations. Du côté du MR, d'ailleurs, vous parlez de ces instances d'avis en disant voilà, il faut arrêter de permettre au ministre d'octroyer des subsidiations. Et vous prêchez à la place d'instances d'avis des conseils des arts. Ce serait quoi ça, un conseil des arts? Je vais peut-être 30 secondes être d'accord avec monsieur qui dit que l'éducation et la culture sont les deux mamelles de la société. Alors, c'est vrai que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et que les petites structures culturelles se plaignent de ne pas être financées, et que c'est surtout les grosses. Alors pour nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est essentiellement les fonds publics qui sponsorisent, qui subsidient. Donc nous, forcément, ça ne va pas vous étonner, madame. Nous, on est d'avis d'ouvrir, évidemment, au secteur privé. On est d'avis, par exemple, d'étendre le tax shelter aux livres, aux jeux vidéo à vocation pédagogique. Vous rappelez le principe du tax shelter ? Oui. C'est donc d'exonérer d'impôts les sociétés qui financent des projets culturels. On est d'accord de lancer les projets participatifs, genre crowdfunding. On est d'accord aussi de diminuer, par exemple, les cotisations sociales d'employeurs qui engageraient des artistes. Et donc, quand Mme Moinet dit qu'effectivement, Alda Creoli a bien travaillé, je rejoins plutôt Mme... parce que c'est vrai qu'il y a eu l'opération bouger les lignes, mais je pense que très peu de lignes ont bougé. Je pense qu'il y a un gros travail d'objectivation des subsides à donner. C'est vrai que le système est très politisé. Et moi, quand j'entends, je ne vais pas vous citer l'institution, un administrateur d'une institution culturelle qui gagne 20 000 euros par mois avec voiture de société, je me dis qu'il y a quand même un problème et qu'avec tout cet argent, on pourrait peut-être sponsoriser là où on en a réellement besoin. Donc transparence, objectivation, faire un cadastre, ça c'est vraiment le fondamental pour pouvoir progresser. Voilà, au PTB, vous trouvez que le secteur est aussi trop politisé ?
trop politisé, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a moyen de faire la culture autrement. Et de nouveau, et sans grande surprise, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue libéral ici. Tout à l'heure, nous parlions de la marchandisation de l'enseignement. Je pense que le même genre de phénomène peut être appliqué en ce qui concerne la culture, où parfois les productions culturelles en fait, sont jugées sur des critères de rentabilité, de nombre de visiteurs, plutôt que la valeur vraiment intrinsèque qu'elles ont. Comment est-ce qu'on juge, hein, c'est tellement subjectif l'art, comment est-ce qu'on juge? Je ne sais pas si j'ai les capacités pour juger ce qu'est une bonne ou une mauvaise production culturelle, mais par contre, je pense vraiment que c'est important de conduire la culture là où sont les gens, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les écoles notamment. Donc ça, c'est deux choses qui pourraient être faites. Partir vraiment de la base, en fait, des acteurs culturels, des petites structures, et également permettre à tout un chacun de profiter de toute une série de productions culturelles, notamment au niveau des tarifs par rapport à la jeunesse. Notamment, on pourrait imaginer des musées gratuits pour les jeunes, etc., ou des billets à tarif réduit, voire carrément nuls pour les jeunes dans toute une série de productions culturelles pour inciter un public peut-être plus varié et jeune à se déplacer dans les salles de spectacle. Dans votre programme, je pense que vous proposez un coordinateur culturel dans les quartiers. Oui. C'est ça, c'est l'idée au niveau du PTB. Vincent Sampoli, par rapport à la culture, le financement de ce secteur. Certains disent que c'est encore le fait du prince, que les grands centres culturels ont l'avantage par rapport aux petites structures. Qu'est-ce que vous pensez de ces critiques qu'on peut entendre ici et là? Alors, je vais répondre en 3 points. Le premier point, c'est que je partage l'avis du PTB, Mme Thierry, en disant que les petites structures sont hyper importantes. La proximité en termes de culture, c'est important, et que la culture doit être accessible à tous et à toutes. Ça, je pense que je le constate, tout le monde est d'accord, toutes parties confondues. Oui. 2, quand on parle qu'on a fait bouger les lignes, elles n'ont pas vraiment bougé de manière vous tirez une extrême. Balle dans le pied, là, non, je ne me tire pas une balle dans le pied parce que j'ai ma liberté d'expression, et donc je dis aussi ce que je pense. Et donc, il est clair que les grosses structures ont été avantagées par rapport aux petites structures. Vous l'admettez, moi non, je le dis. Partenaire du gouvernement n'avait pas l'air de dire la même chose. Vous savez, je n'ai jamais eu ma langue en poche, et c'est pas à 50 ans que je vais commencer. Donc, tant mieux pour nous, ceci dit. Et la troisième chose, par rapport au financement de la culture, je suis quand même assez surpris des réactions que nous avons du CDH et du MR, puisque on sait que le secteur non marchand, il vit quand même au travers de ses emplois APE principalement, que c'est une source importante de financement pour les structures du non marchand, et que tant le CDH que les MR voulaient mettre fin à ce projet et à ce système de financement des emplois APE au sein des ASBL. Et moi, je peux vous dire que je gère de manière tout à fait bénévole une régie communale autonome, mais aussi des ASBL qui touchent de près ou de loin au milieu de la culture. Et je sais aussi que la perte financière, par exemple, pour le musée de la céramique d'Andenne, c'était entre 10 et 15 000 euros. Et donc, il est impossible pour les communes de financer ce genre de choses. Donc, quand on dit on refinance et on veut refinancer la culture en sabotant quelque part l'outil qui est en place au travers des membres du personnel d'une ASBL, je trouve que c'est un peu incohérent. Voilà, une réaction de la part peut-être du CDH qui est un peu difficile du temps de parole. Je laisserai la parole. Mais là, c'était au niveau wallon, effectivement, la réforme de En fait, APE. on n'a jamais dit qu'on supprimait les points APE. On a dit qu'on voulait une réforme des points APE, ce qui est un peu différent quand même. Donc là, vous dites des informations du PS. Oui, moi, je ne peux pas laisser dire ça, évidemment, parce que je suis dans la commission qui s'occupe effectivement des points APE. Donc, vous confondez le décret et la proposition de décret. La proposition de décret que j'ai déposée en co-signature avec M. Drees, qui est du CDH, c'était de dire on maintient la totalité des points APE qui sont versés de la région wallonne vers la communauté française, en ce compris tout l'enseignement et toutes les matières personnalisables et culturelles. Ça fait 45 millions envoyés par an. Et on a déposé cette proposition de décret au cas où la majorité de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne signerait pas l'accord de coopération. Et qui bloque l'accord de coopération? Le PS. Voilà. Donc, on peut dire merci au CDH et au MR. Un grand sujet. Je ne dirais pas merci au CDH au MR, parce que je sais non, aussi... C'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais si, mais non, parce que même si vous ne signez pas par la proposition de décret que nous avons signée,
le financement va perdurer et va être maintenu. Vous savez pertinemment que chaque fois, en mettant fin au système actuel, vous mettiez en péril les musées et les autres structures. Mais si. On maintient les matières personnalisables et culturelles. Voilà, désaccord autour de ce plateau sur les APE, c'est pas un scoop, j'ai envie de dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Peut-être le PTB, vous êtes encore un peu en déficit de temps de parole. Une petite réflexion par rapport à la culture ou le débat qu'on a eu ici par rapport au soutien du domaine culturel. Oui, en ce qui concerne la culture, vraiment, on l'a dit, mais promouvoir les initiatives locales et peut-être être fort à l'écoute de ce qui se fait, en fait, puisque tout à l'heure vous me demandiez qui peut se permettre d'émettre un jugement sur les productions culturelles, peut-être justement laisser cette place-là aux acteurs de terrain. Voilà. Et aux artistes, voilà. Fin de ce 4e thème, déjà, place maintenant à la carte blanche des partis. Vous avez 1 minute pour proposer des mesures de votre programme. On va voir quel était le tirage au sort, que je ne connais pas par cœur, évidemment. Le tirage au sort a désigné l'EMR pour entamer ce tour des cartes blanches. Mais merci d'abord de l'invitation et du débat. Je vais essayer d'être cohérent par rapport à la thématique. C'est vrai qu'il y a eu un hiatus de communication. Donc moi, je vais préparer une carte blanche sur les thématiques qu'on a dû développer aujourd'hui. Et donc, je voudrais intégrer, puisqu'on n'a pas suffisamment parlé, dans l'enseignement supérieur, la formation initiale des enseignants et le décret paysage. C'est vrai que le décret paysage promettait beaucoup de choses, notamment un parcours individualisé accompagné des étudiants. Ça a posé beaucoup de problèmes. On a vu pas mal de cartes blanches des professeurs de l'enseignement supérieur qui disaient que ça ne fonctionnait pas, que des étudiants mettaient jusqu'à 9 ans pour faire 3 années de bac. Et donc, il y a une révision vraiment à opérer à ce niveau-là. Et nous proposons 2 éléments. Un, c'est de dire on limite le temps de parcours en bac, de ne plus permettre de mettre 6-7 ans pour faire 3 ans. Et deuxièmement, de mettre non pas un filtre à l'entrée, mais bien un test non contraignant, parce que beaucoup d'enfants, d'adolescents qui quittent les humanités et qui sont peut-être mal orientés. Vous n'allez pas pouvoir terminer votre phrase, le temps de parole est déjà... Ça passe vite à 1 minute. Ça passe très vite. Test non contraignant. Voilà, qu'est-ce qu'une minute dans une vie, voilà. Le CDH à présent. Merci. Le CDH, c'est le parti des solutions. Regardez ce que nous avons fait ces dernières années. Nous avons augmenté de 40% les allocations familiales pour le 1er et 2e enfant. C'est formidable. Mais au-delà des enfants et des adolescents, nous voulons également poursuivre nos efforts et soutenir les seniors. Et c'est une condition sine qua non pour l'entrée dans un éventuel nouveau gouvernement. Vous savez, vous payez plus ou moins 1 700 € par mois pour obtenir une place dans une maison de repos. Ça suffit. Ce que nous proposons, c'est une cotisation de 36 € maximum par an pour pouvoir bénéficier de soins de qualité à domicile. Vous pourrez ainsi faire le choix de rester à domicile avec votre animal de compagnie ou de faire le choix d'aller en maison de repos. Ça, c'est du concret, c'est du CDH. Voilà, et 50 secondes. 50 secondes. On enchaîne avec vous, Axel Dzirifaï du PTB, donc. Oui, nous avons choisi la question des logements sociaux, puisque on part d'abord d'un constat, c'est qu'il y a un besoin criant de logements sociaux. 40 000 personnes sont sur liste d'attente, et on observe qu'en 2006-2016, il y a eu 2000 logements qui ont disparu. Donc on aimerait un vaste plan de construction de nouveaux logements sociaux. Et on aimerait également que le plafond soit relevé en ce qui concerne l'accès pour accueillir plus de familles avec peut-être des revenus un peu plus élevés, ce qui permettrait plus de mixité dans ces quartiers. Donc ce seraient des quartiers où on aurait envie d'aller vivre, ce serait vraiment un choix positif. Et ça également, ça permettrait un financement plus facile de ces quartiers puisqu'il y aurait plus de revenus via des loyers un peu plus élevés. Et... Enfin, on observe qu'à l'étranger, il existe déjà des formules qui se font et des expériences intéressantes, notamment à Amsterdam et à Vienne, où presque 50% des logements sont en fait sociaux. On pense que vraiment c'est un sujet très important, on l'a dit tout à l'heure, mais dans la bourse et le budget d'une famille, c'est un poste crucial. Voilà, 60 secondes, on avait dit tout à l'heure, 3 sièges au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais c'est en tout cas, je pense que c'était votre premier débat, non ? Donc voilà, merci, c'était un exercice pas facile. Maintenant, le Parti Socialiste, Vincent Sampaoli. Mais tout d'abord, je vais rebondir sur l'enseignement supérieur. 8 000 à 12 000 € par an pour accéder aux études, c'est intenable.
beaucoup de familles ne peuvent y prétendre. Donc il faut prendre des mesures, des logements publics, il faut aussi autoriser l'accès gratuit pour les étudiants au transport public. Et au-delà de ça, il faut aussi permettre à chacun de bénéficier des entrées au niveau culturel. Et enfin, au niveau du sport, la volonté du Parti socialiste est de remettre en place les chèques sport pour permettre aux jeunes de bénéficier d'un accès, d'une facilité d'accès aux clubs sportifs. Et le coût de la mesure s'élève à 5 millions d'euros, mais elle est tout à fait finançable. Et d'ailleurs, dans ma commune, je continue à la financer. Merci, monsieur Sampaoli. Voilà. Là, c'est au féminin. L'eau, c'est quand je suis tout seul. Et le lit, c'est quand on est plusieurs. Voilà. Apparemment, je ne suis pas la première à vous écorcher. Elle dit la reine Fabiolo. Allez, on termine avec vous, Bénédicte Rocher. Ben moi, je terminerai avec aussi les étudiants parce que je pense qu'ils sont vraiment notre avenir. Être aujourd'hui étudiant, c'est avoir des projets plein la tête. C'est se lancer dans une aventure formidable, intellectuelle, humaine. Mais quel sera l'avenir de ces étudiants demain? Est-ce que finalement les études d'aujourd'hui les préparent au métier de demain? On le voit depuis quelques années, les attentes de ces étudiants évoluent. Pour Écolo, les compétences à acquérir doivent changer. Elles ne doivent plus uniquement se reposer sur le savoir, la réflexion critique, mais les programmes de l'enseignement supérieur doivent s'ouvrir aussi aux dimensions humaines, aux dimensions sociales, aux dimensions éco-responsables. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui ont mis en œuvre cette réforme dans les écoles supérieures. Ils sont conscients des enjeux, mais sont souvent bloqués dans leur initiative par un financement aujourd'hui qui est asphyxié. Écolo s'engage vraiment à les soutenir dans cet enseignement de la transition. Écolo fait le pari de la jeunesse. Merci beaucoup, Bénédicte Rocher. Merci à tous d'être venus débattre sur ce plateau, sur les matières donc consacrées à la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis, que ce soit en télé ou sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que ce débat vous aura en tout cas quelque peu éclairé dans votre choix que vous poserez le dimanche 26 mai. N'hésitez pas également à lire les programmes des partis politiques sur leur site internet. Certains, c'est plusieurs centaines de pages, je peux vous confirmer. Alors, à mardi prochain, pour un nouveau débat, Morgane, c'est le débat cette fois-ci qui sera consacré au fédéral. Même heure et même télévision locale, Canal C, Canal Zoom et ma télé. Voilà. Bonne soirée. Merci. Au revoir.